Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Mini 10h 11h52. Vous avez rendez-vous avec les démineurs, analyse, commentaires, décryptage. C'est le triptyque fétiche qui continuera à nous orienter dans le cadre justement de ce travail. Tout à l'heure, nous irons du côté des kiosques pour avoir la température qui prévaut de ce côté-là, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Ce matin encore, on marquera aussi un arrêt pour notre éternelle dénonciation. On terminera par l'instant de l'analyse, si vous le voulez bien. Nous marquons un arrêt significatif ce jour pour parler de la nation, mais surtout une interrogation. Comment construire une nation? Y a-t-il une méthode? Y a-t-il une méthodologie? Y a-t-il un mécanisme? Y a-t-il un secret pour construire une nation? On en parle avec beaucoup d'efficacité dans le cadre justement de ce programme. On ne le dira jamais assez. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On va commencer par accueillir ceux de nos invités qui répondent présents ce matin. Lui, Edouard Ndedi. Je pense que c'est plutôt Marcel, hein? Marcel Nsama. Marcel Nsama, bonjour. Bonjour, parfait, et merci de m'avoir invité sur votre illustre plateau. J'ai voulu vous rebaptiser ce jour. Bon, enfin, c'est pas grave, il y a des gens qui ont plusieurs prénoms, mais c'est pas grave. Marcel Nsama est psychosociologue. Exactement. Je crois que c'est peut-être la 5e ou 6e fois que je suis sur votre plateau, en compagnie de vos deux grands panélistes. Et quel aura été l'impact de ces multiples passages sur Espace Miné? Y a-t-il eu un impact? Justement, vous savez, quand on vient ici, on apprend beaucoup, hein, plus qu'on en donne, puisque parfois il y a des analyses pertinentes que les copanélistes font, et lorsqu'on rentre, on est vraiment édifié. Et je crois que Info TV, Espace Miné est le rendez-vous à ne pas manquer. Et au niveau du quartier également, les jeunes filles vous ont reconnu par la suite? Pas spécialement. je suis un habitant d'Onfou. Ah, parce que je sors d'Onfou. vous vivez au village? Oui, l'air y est vraiment frais. Et puis, et si par hasard vous rencontrez le jeune et efficace sous-préfet d'Onfou, il faut lui passer le message, le bonjour d'Espace Miné. Je n'y manquerai pas. C'est un jeune sous-préfet très efficace, très poli, respectueux. Et il aura une longue carrière. Hein. Nous sommes en train de prophétiser sur le jeune sous-préfet d'Onfou. Il a d'ailleurs été sous-préfet du côté de Ngomjap. Maintenant, il est sous-préfet du côté d'Onfou. Si vous le voyez, c'est encore un bambin. Mais que son âge ne vous décourage pas. C'est un administrateur civil qui abat un travail très efficace. Merci notre ami Marcel Nchama d'être donc là ce matin. En face de vous, on accueille le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux autres. Bonjour à tous ceux qui nous regardent du côté de la France. Il y a beaucoup de personnes de ce côté-là qui nous disent tout le temps bonjour et qui nous envoient leur sympathie et leur amitié. Aujourd'hui, j'ai un léger coup de gueule quand même. Ah bon? Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'année dernière, nous avons eu un nouveau directeur de la Camorata. Oui. Il avait débuté de façon très zélée en attaquant des personnes qui tentaient de contester le fait que ces actions n'étaient pas suffisamment efficaces. Quelques mois plus tard, on a inauguré du côté de Niom une espèce de château ou de centrale, bref, un établissement qui nous permettrait d'avoir davantage d'eau. Depuis 2 semaines à Niom, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau à Niom depuis 2 semaines. Les gens s'en plaignent, on m'envoie des messages, etc. Finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on a des personnes qui sont prêtes à dépenser des millions pour aller à l'Est chanter les louanges du chef de l'État, après leur nomination, et qui ne peuvent pas travailler pour qu'on ait suffisamment d'eau. Ça, c'est un problème. Il faudrait qu'on le sache. Donc, une fois que je l'ai dit également, je voudrais dire que j'ai dormi dans le noir. Bon, c'est vrai que le directeur général de la Camwater, lorsqu'il est venu, c'est malheureusement, j'ai peur de dire la maladie de certaines personnes. Lorsqu'elles viennent, vous avez l'impression que ce sont des personnes qu'il fallait pour ce qu'il fallait. Mais à un moment donné, certaines de ces personnes brillent par des attitudes, j'ai peur de dire rétrogrades.
le poste monte à la tête. Mais j'avais dit un jour à quelqu'un, vous savez, moi je ne suis pas suspendu aux 17 heures. Les gens qui sont suspendus aux 17 heures, leur cœur bat trop fort. Tout à fait. Vous voyez un tout petit peu. Donc, bon, je pense qu'on va parler des choses un peu plus importantes. Tout à fait. Donc moi j'ai dormi dans le noir et si ça continue comme ça, je pense que ça ne va pas continuer comme ça. Donc à la fin du mois, peut-être on va penser à organiser une marche contre Eneo. Moi je serai le premier avec ma pancarte. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de témérité. Honnêtement, je suis têtu. Donc c'est pas à exclure pour moi. C'est vrai, les Camerounais sont apeurés. Beaucoup sont prêts à aller derrière leur clavier sur Facebook ou sur Twitter, insulter, parler. Mais quand on leur demande de manifester, parce que la démocratie demande de manifester, il y en a qui ne peuvent pas, qui ne parviennent pas, qui sont toujours prêts à insulter mais qui n'arrivent pas à agir. Donc c'est une marche sans casse, c'est une marche sans violence, juste pour manifester. On va devant le siège Eneo pour demander qu'est-ce qui se passe finalement. Donc je pense qu'il faudrait intégrer ce genre de comportement au Cameroun pour que ceux qui agissent de manière non républicaine pensent qu'il y a quand même des choses à faire dans ce pays, et dans le meilleur des sens. Aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Journée internationale de la cuisine italienne. Ah bon? Oui, oui. Cuisine italienne. Bon, incroyable. Si je dis tiramisu, beaucoup de personnes vont peut-être se moquer de moi, parce que tiramisu, c'est un dessert. Et il y a quelqu'un que j'affectionne beaucoup, que j'appelle le dessert, ou... Voilà, donc des amis à moi, des fois, me taquinent quand je parle de ça, quand ils entendent le dessert. Donc aujourd'hui, on célèbre la journée de la cuisine italienne. C'est très prisé en Europe, notamment la fameuse pizza. Donc la pizza qui est très aimée en Europe et qui est devenue un plat, une composition mondiale, une recette mondiale. Donc on peut célébrer aujourd'hui toutes les différentes inventions italiennes, les pâtes alimentaires, donc les spaghettis, macaroni. D'abord la pizza, ensuite quelques desserts après. Merci. À côté de vous, nous accueillons notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Bomiebel, Pierre Blériot-Niamek. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'ai 3 anniversaires. Finalement, on te nommera peut-être ministre chargé des anniversaires. Oui. Ma première petite sœur s'appelle Ngabi Jeanne Edwige Clémence. Elle a accouché un 17 décembre 2 fois. C'est-à-dire, ses 2 premiers enfants sont nés un 17 janvier, je veux dire. Donc, les 2 premiers célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Il s'agit de Simon-Pierre Seyte Junior et de Ngondier. Les 2 ont 1 an de plus aujourd'hui. Et le deuxième anniversaire? Le 3e. Ah, le 3e, oui. C'est celui d'un journaliste vivant aux États-Unis du nom de Ken Fak. Il nous suit beaucoup et il m'a écrit. J'ai d'abord cru que c'était notre DT. Mais j'ai dit, mais récemment, le DT avait son anniversaire. Est-ce que ce gars naît 2 fois? Non. Je lui souhaite joyeux anniversaire à lui également. Je pense que lorsqu'il est venu au Cameroun, nous l'avons reçu sur ce plateau. Monsieur Ken Fak, je pense qu'il vit du côté de la Californie. Oui, aux États-Unis. Il est du côté de la Californie aux États-Unis. Et donc Ken Fak, je pense que c'est Moser. Ken Fak, Moser, ça doit être Moser. Hein. C'est Moser Ken Fak. Moser Ken Fak. Il est journaliste camerounais vivant aux États-Unis. Il a 1 an de plus ce matin du côté de Los Angeles. Bien des choses donc à Ken Fak du côté des États-Unis. Rien à voir avec notre directeur technique qui s'appelle aussi Ken Fak. Lui qui vit à Yaoundé, à Efoulan, au Cameroun. Pas trop loin de Efoulan Lac. L'autre lui vit à Los Angeles. Voilà, mais il s'appelle Ken Fak. Pierre Blériot, la sagesse de ce mercredi matin. Ce mercredi matin, nous disons que l'amitié des méchants est une fosse au lion. On peut reprendre? L'amitié des méchants est une fosse au lion. Ça veut dire quoi? Celui qui s'attache l'amitié ou le soutien des méchants doit savoir qu'il va tout droit dans le gouffre, qu'il ne regrette pas après. L'amitié des méchants est une fosse au lion. Très bien. Merci beaucoup. J'ai oublié quelque chose. Quoi encore, Bernardo? On est le 17 janvier.
Oui. Martinez Zogo. On devait en parler. Comment pouvait-il en être autrement? Voilà. Bon, vous pensez que je pouvais laisser passer cette affaire? Ça, c'est personnel. C'est pas lié au Nkouta. Mais je voulais qu'on en parle de manière un peu plus significative. D'accord. Donc, on en parle tout à l'heure. Le temps pour nous d'accueillir le dernier invité sur ce plateau, lui, Edouard Ndidi. Bonjour. Bonjour, M. Pafalissi. Bonjour à tout le panel. Et bonjour aux millions de téléspectateurs d'Info TV. Comment vous allez? Ben, assez bien. Rien de particulier en côté santé. Je dois dire que vous êtes un expert en matière de sport et de football, mais vous êtes également un expert en matière d'incendie. Mais ce matin, vous ne parlerez ni de l'un ni de l'autre. Ce n'est pas une sanction, sauf si il y aura véritablement une folle actualité. Vous serez beaucoup plus reçu ce matin comme acteur de la société civile. Ok, bon, ben, en tout cas, comme je vous l'avais dit, je suis préventionniste de formation. Oui. Quand on parle de préventionniste, beaucoup de gens ne connaissent pas de quoi il s'agit. Il s'agit simplement de ces experts qui travaillent au jour le jour en matière de prévention. Et quand il dit prévention, on dit construction des bâtiments. Parce que la prévention incendie, c'est au niveau de la conception des bâtiments. Nous travaillons avec les architectes. Et après les architectes, nous travaillons avec les ingénieurs génie civil. Et après les ingénieurs génie civil, nous travaillons avec les exploitants des bâtiments pour éviter tout simplement qu'au niveau de la chaîne, qu'il n'y ait pas de manquement en termes de prévention incendie. Sur le plan curatif, il y a ces moyens de secours que vous voyez un peu partout, les extincteurs et bouches d'incendie dont on parle tous les jours. Et nous sommes à même de pouvoir conseiller tous ces exploitants en matière de bâtiments, en termes de sécurité incendie. Alors, ce qui s'est passé par exemple en Bankolo, c'est de votre domaine également, la catastrophe de Bankolo. Oui, non, ça c'est la catastrophe de Bankolo, non, là c'est les pompiers. Non, je veux parler de la catastrophe, de la prévention. C'est-à-dire, vous n'avez pas... Là, on parle de... Oh non. N'avez-vous pas prévu ce qui s'est passé à Bankolo? Non, en Bankolo, il faut nuancer. Vous savez, le préventionniste est côté sécurité incendie. Les deux vont de pair. Quand je dis les deux vont de pair, je parle là de tout ce qui est la solidité du bâtiment, qui n'a rien à voir, ou alors qui quelque part, les deux se tiennent quelque part. Lorsqu'il y a éboulement, là vous avez appelé au génie civil. Mais lorsqu'il y a incendie, c'est savoir si une paroi, par exemple, peut être coupe-feu, peut tenir le feu pendant un certain nombre de temps. Hein? Est-ce qu'une poutre peut résister à un feu pendant tel nombre de temps? C'est là où nous intervenons. Mais lorsqu'on parle d'éboulement, là c'est vraiment les ingénieurs de génie civil et tout ce qui est conception en matière, et concernant, parlant de... Très bien. Tout ce qui est... qu'on appelle les architectes, architectes et ingénieurs civils. Donc vraiment, rien à voir avec la sécurité incendie. Merci beaucoup. Hein. Et je vais terminer, vous avez parlé d'une deuxième casquette, je suis entraîneur de football. Ça, vous avez dit expert. Ouais, vous êtes coach? Je suis coach, je suis entraîneur de football. Donc, Rigobert Song, c'est votre homologue? Ouais, disons que bien sûr, il est entraîneur de football, puisque voilà, sa casquette lui donne ce titre d'entraîneur de football. Donc moi, je suis personne pour pouvoir le juger. Mais simplement, je peux faire une analyse. Comment vous trouvez son coaching? Non, disons que franchement, pour l'instant, nous sommes en train de Cameroun, je suis un peu déçu, ça il faut le dire clairement, parce que au niveau du choix des joueurs, à certains postes, on peut lui reprocher un certain nombre de choses. Parce que nous savons tous, nous voyons tous les championnats occidentaux, et nous savons que quelqu'un comme Maigri, par exemple, est un avant-centre. Il est avant-centre de formation. Toko Ekambi est un joueur de couloir. Mais on a vu Samuel Eto'o jouer latéral du côté de Inter de Milan. Ça, c'est un choix. Vous savez, quand on fait un choix tactique... Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, je comprends. C'est-à-dire que... Attends, je vous relance. Je vous en prie. Ne vous inquiétez pas. Oui. Samuel Eto'o, au sommet de son art, comme Pichichi, comme attaquant de race, on l'a vu, on l'a aligné comme défenseur. Et ça a marché. Et comme latéral. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Et ça a marché. Et nous sommes d'accord que ça a marché. Mais est-ce que pour le cas, Maigri, ça a marché? Maigri a marqué? Il a marqué. On peut dire que ça a marché. Il a marqué à quelle position? Maigri a marqué. Il a marqué à la position qu'il occupait. C'est-à-dire, il était attaquant, mais il jouait. Non, il a marqué un but d'avant-centre.
C'est-à-dire que s'il en avait... Vous voyez qu'il marque un but de défenseur? Non, il y a des buts, vous savez, quand nous suivons le match, peut-être nous ne suivons pas le match de toute façon. Moi, je suis un entraîneur de football. Quand on parle de but d'avant-centre, c'est-à-dire que c'est le but que même un gardien de but peut marquer. Mais c'est pas tout le temps qu'un gardien de but peut marquer sur le but. Il peut se retrouver 10 fois, il va marquer une seule fois sur 10. Alors qu'un avant-centre de métier peut se retrouver là 10 fois, il va marquer 9 fois. Quand on dit... Maigri n'a pas joué à son poste habituel. Toi et moi, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, oui. Il a joué au poste que Rigaud lui a donné. Oui. Et à ce poste-là, Maigri a marqué. Vrai ou faux? Non, je dis bien. C'est faux. Maigri n'a pas marqué. marqué. Il n'a pas marqué. Non, vous savez, quand un joueur de couloir, il a quel rôle? Il a le rôle qu'on lui a donné et que nous avons tous vu. C'est qu'on lui a dit déborder et centrer. Ça, tout le monde. Mais à ce rôle-là, il est passé à côté. Sur plus de 20 centres qu'il a fait, il a réussi peut-être un seul. Je ne sais même pas lequel. Peut-être que merci beaucoup. Okay, merci. De toutes les façons, nous n'allons pas refaire ce match ce matin. Nous l'avons fait, je pense, hier. Ce matin, nous parlerons d'autre chose, notamment cette actualité encore triste. C'était un 17 janvier 2023 que notre ami frère et confrère avait été enlevé et mortellement assassiné. Je veux parler de l'animateur radio Martinez Zogo. 1 an exactement aujourd'hui. Où en est-on? On en parlera également dans le cadre de ce programme. A tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour El Perfecto, bonjour au richissime panel, bonjour aux millions de téléspectateurs de ce programme. Vous étiez très énervé hier. Hein? Oui. Ça va déjà un peu? Vous avez pris un peu de médicaments? Non, j'ai pas pris des médicaments, j'ai pris de l'eau. J'ai pris de l'eau pour baisser la température et j'ai pris 3 bons bains. 3 bons bains. Oui. Et après, vous avez accompagné avec le baume François? Oui, bien sûr. J'ai utilisé un peu de baume François. Et je crois que j'enverrai également à Rigobert-Song. Je pense que ça peut stimuler son envie de bien faire les choses sous cette chaleur ardente du côté de la Côte d'Ivoire. Patrick Bala, si je m'en tiens aux informations non officielles que nous avons du côté de la Côte d'Ivoire, on fait comprendre que ça va dans tous les sens. Ce n'est pas la sérénité au niveau de la tanière. Mais moi, je voudrais m'adresser au patron de sport d'un média très sérieux comme Info TV. Est-ce qu'il y a sérénité au niveau de la tanière? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Vous préférez dire la vérité? De toutes les façons, j'ai toujours dit la vérité. Honnêtement, non. Lorsque vous avez les propos d'un certain genre d'André Onana, vous inquiétez qu'il y a quand même des problèmes. Et quand des rumeurs commencent déjà à circuler quelque part, elles peuvent être fondées ou infondées, mais c'est qu'il y a quand même du faux qui est en train de s'allumer. D'ailleurs, le secrétaire général de la FECAFOOT, Blaise Djounan, a sorti un communiqué. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. En fait, le SG venait démentir ces folles rumeurs. Oui. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Mais bon... Quelqu'un te dira qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, on espère juste que... On dit que Rigobert-Song et Eto'o se sont engueulés en Bassa. Je n'irai pas jusqu'à dire cela, et je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit exact. Le débat était très énervé. Mais ça peut même être... L'autre a dit à l'autre, mais ça peut même être le cas, ça peut être dans le cadre d'une causerie où justement Samuel Eto'o pourrait être fâché du résultat parce que tous les Camerounais sont énervés du résultat. Ça peut être le cas, mais bon, ce sont des choses qui peuvent arriver, comme parfois ici peut avoir une chaude empoignade avec Blériot, ça ne veut dire pas qu'ils sont des ennemis. Ça s'est passé à 2 minutes. Les téléspectateurs n'ont pas vu. Voilà. Patrick Bala est là pour nous amener du côté des kiosques. Question d'avoir la température qui prévaut de ce côté justement. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfois ici, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté de la météo, le tri-hebdo d'information, d'enquête et surtout d'analyse qui s'intéresse à l'assassinat de Martinez Zogo un an après. Nous sommes donc le 17 janvier 2024. À quand le procès? C'est la grande interrogation du journal La Météo en sa grande une. Eh bien, selon le journal, un an après la filature et l'enlèvement le 17 janvier 2023, puis la découverte le 22 suivant du corps torturé, mutilé et en
état de putréfaction du journaliste. Les Camerounais et le monde entier attendent donc toujours que justice soit dite, d'autant plus que les rapports d'autopsie du 10 février 2023 indiquent que l'homme de radio a succombé à de multiples services corporels dont l'un à caractère sexuel et que son procès est consécutif aux multiples violences subies, de quoi s'interroger sur les dessins des apprentis manipulateurs qui multiplient des élucubrations sur un second commando. C'est donc ce à quoi s'intéresse le journal La Météo ce matin. Information à retrouver en intégralité en page 3. Le décès de Martinez Zogo, le jour, le quotidien bleu d'Aman Mana s'y intéresse également ce matin et titre en sa grande une, 17 janvier 2023, 17 janvier 2024, il y a un an, disparaissait Martinez Zogo, et bien dans des conditions atroces. D'ailleurs, le journal en fait une grande actualité en page 5 à retrouver ce matin. Info Matin est également en kiosque ce jour pour parler d'un autre décès, cette fois de Jean-Baptiste Bokam. Info Matin nous fait savoir qu'il n'est plus patriote dévoué et disponible, membre influent du RDPC et biaïste jusque dans l'âme. L'ex-ministre des Travaux publics, entre autres, et actuel PCA de la BISEC a donc rendu l'âme hier. C'était donc en début de soirée au CHU de Yaoundé. Information à retrouver en page 3 ce matin. Eh bien, on parle également de décès avec l'essentiel, ces hommages rendus à Joseph Ouna. Les milliers de visages de Joseph Ouna sont illustrés à travers, bien sûr, ce journal. Lui qui est décédé en France, vous le savez, le 6 janvier dernier, eh bien, le professeur Joseph Ouna a été mis en bière hier du côté de Bordeaux. Depuis l'annonce de sa disparition, l'homme de 78 ans a donc eu de vibrants hommages rendus à travers de nombreux témoignages. Du côté de l'œil du Sahel, on s'intéresse maintenant aux finances publiques. L'œil du Sahel nous fait savoir que Paul Moutazé a lancé donc le BIP 2024 du côté de Maroua, dans la région de l'Adamawa. Alors avec le train de vie de l'État du Cameroun qui est scruté par la nouvelle expression ce matin, l'exemple qui vient des grands pays, eh bien l'illustration avec la France qui a une population de 68 millions d'habitants, mais son gouvernement est de 14 membres. Le Japon compte 126 millions d'habitants, son gouvernement est composé de 19 membres seulement. La République fédérale d'Allemagne, 84 millions d'habitants, mais son gouvernement compte 15 membres. Les États-Unis qui disposent d'une population de 340 millions d'habitants, a un gouvernement de 15 membres. La Chine qui est donc un géant, des géants, 1,5 milliard d'habitants, c'est seulement 20 ministres de ce côté-là. Le Cameroun, tenez-vous bien tranquille, compte 63 ministres et assimilés avec moins de 40 millions d'habitants, nous fait donc savoir la nouvelle expression ce matin. Du côté de mutation, on s'intéresse au stage d'avocat. L'argent fait du bruit selon mutation ce matin, qui nous fait savoir que des frais d'examen décidés par le Conseil de l'ordre contrastent avec ceux contenus dans l'arrêté du ministre de l'État en charge de la justice. Les candidats font également face à d'autres difficultés, nous fait donc savoir le journal Mutation en page 5 ce matin. Alors avec le messager de Feu Pius Ndjawe, le quotidien revient sur l'addition qui divise les consommateurs sur le cas des produits pétroliers et cette lettre ouverte des associations de consommateurs et de la société civile au chef de l'État. Avec Mutation, on revient également sur la révision consensuelle du code électoral. La plateforme et l'ECAM en phase, selon le journal, la mise au point du porte-parole de la plateforme des 7 partis politiques au sujet de la bonne tenue des élections ainsi que de l'alternance pacifique démocratique au Cameroun est à retrouver donc en page 3 ce matin. Avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, on va du côté du palais de l'unité. Eh bien, selon Cameroun Tribune, 2 hôtes de marque ont été reçus de ce côté par le président de la République. Ceci autour d'un entretien hier après-midi avec, dans un premier temps, le docteur Alastair McPhail, envoyé spécial du gouvernement britannique pour le sommet à Grande-Bretagne, Afrique
Afrique sur l'investissement prévu du côté de Londres en avril prochain. Et Sylvie Baipo Témon, ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, venu transmettre au chef de l'État la gratitude de son homologue Faustin Archange Touadéra pour tout le soutien apporté par le Cameroun à son pays. Information à retrouver de la page 2 à la page 5. Allons voir avec le Tri-Hebdo le soir d'Amman Bianda. Là-bas, la grande une est consacrée à l'usine de pied de Lompangar. La matérialisation de la volonté présidentielle, c'est donc une affaire d'opérationnalisation très récente de l'usine de Lompanga, dont la mise en service du 4e groupe servira d'appoint pour permettre de couvrir les grands comptes. Là-bas, on parle d'une certaine fluidité qui est en train de se mettre en marche. Terminons par ici avec Camer Presse. Pour Camer Presse, la JICAM va-t-elle fermer? C'est la grande interrogation. Eh bien, la cotonnière industrielle. La SICAM, voilà, la SICAM. J'étais plus avec le JICAM. La SICAM va-t-elle fermer? C'est la grande interrogation pour faire montre de ce que la cotonnière industrielle du Cameroun, en crise depuis plusieurs années, ne veut pas jeter l'éponge. Cette entreprise à capitaux publics veut réévaluer ses biens immobiliers du côté de Douala-et-Garoua pour éviter donc une dissolution. C'est donc avec cette information de la SICAM, voilà, qu'on va refermer cette revue de presse Acte 2 sur Info Télévision. Vous le savez, j'ai coutume de le dire, la meilleure revue de presse, c'est dans le cadre de ce programme, prestigié également Espace Mini. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Eh bien parfait, ici vous savez, nous sommes habillés aux couleurs du deuil. J'ai un peu fait comme vous ce matin pour revenir. Qui vous a même dit que le noir c'est la couleur du deuil? De toutes les façons, il n'y a qu'à aller dans les deuils et puis vous verrez que le noir est la couleur la plus Il faut qu'on change un peu, hein, qu'on commence peut-être à mettre l'orange. Oui, peut-être. Et vous avez du blanc. Le blanc, généralement, c'est pour... lorsque vous avez perdu votre mari, c'est pour la veuve. Et parfois les enfants également. Chez moi, le blanc, c'est la pureté. Rien à voir avec vos histoires-là. Eh bien, parfois, ici, on va s'intéresser à l'actualité liée au décès de Martinez Zogo. Ouais. Un an après, où en est-on véritablement? Et surtout au niveau de la presse. Vous savez que juste après l'annonce de son décès, la radio Amplitude FM avait été assaillie de nombreux journalistes qui réclamaient justice. Et je me suis amusé à regarder un peu les grandes unes des journaux ce matin. Il n'y a que 2 journaux qui ont titré sur lui. Ah bon? Oui, la météo et le journal Le Jour. La météo et le journal Le Jour. Oui. De toutes les façons, ne ratez donc pas ces éditions de journaux ce soir pour avoir un peu plus d'éléments sur cette actualité. Patrick Bala. Parfait ici. On se dit à demain 10h. À demain 10h, parfait ici. Merci beaucoup. Hein. Au moment où Patrick Bala parlait, on a quand même retenu qu'un autre haut commis de l'État est également tombé. Il s'agit de Jean-Baptiste Bokam, qui n'est plus de ce monde. Le digne fils de l'Est est finalement tombé hier. C'était du côté du CHU à Yaoundé. Il a été ancien ministre au Cameroun, mais également ancien secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie. Jean-Baptiste Bokam n'est donc plus de ce monde. Pour le cas du professeur Joseph Owona, ce qu'il faut retenir pour l'heure est que la mise en bière a eu lieu hier du côté de Bordeaux. Selon certaines indications, dans quelques heures, le corps du professeur Joseph Owona atterrira du côté de l'aéroport international Yaoundé. Ainsi Malène. À tout de suite pour la suite. La dénonciation de ce jour est encore l'œuvre de Bernardo Basson. Parfait. Ici, aujourd'hui, on dénonce une affaire d'empoisonnement. C'est un monsieur qui vit en famille. Il vivait en famille avec ses frères et, dit-il, il a hérité de la chefferie de son père. Donc, il est chef, mais il n'a pas encore été définitivement intronisé, mais il est en passation pour être chef. Et il a vécu dans un bassin dans lequel ses parents leur demandaient d'être toujours unis.
Il a donc reçu quelque chose qu'il a mangé et on lui a interdit de manger dans des plats en métal. Il ne devait manger que dans des plats en verre. Parce que lui a-t-on dit, ce sont ces plats qui permettraient de savoir s'il a été empoisonné ou pas. Parce que les plats se briseraient chaque fois qu'il serait empoisonné. Et Je ne comprends pas. On est venu donner à manger. non, Et- je commence par le début. Il a fait une initiation. Voilà. Il a pris, on lui a fait manger quelque chose. Et on lui a Ah, dit, d'accord. ce que tu C'est manges, Lheureux qui a bien parlé. Oui. C'est pour les autres, c'est pas pour nous. on lui a dit, ce que tu manges là fera en sorte que si on t'empoisonne, tu sauras. Je Et comprends. donc, tu ne dois pas manger dans des plats en acier ou en fer, En inox. mais uniquement dans les plats cassables, les plats en porcelaine. Il a dit d'accord. Et il dit, depuis quelque temps, il a un cousin qui lui conteste la chefferie, mais bon, il n'en fait pas cas. Et donc, 3 fois déjà, lors des réunions de famille dans lesquelles il faut discuter, on lui met de la nourriture pour tout le monde. Lui, lorsqu'il prend et il met dans son plat, ça se brise. Il met dans son plat, ça se brise. 3 fois comme ça. Il a appelé les notables et sa maman, il leur a fait comprendre que, écoutez, j'ai l'impression que quelqu'un ici veut m'empoisonner, je veux qu'on aille vérifier de plus près. Et quand on va vérifier, on se rend compte que c'est ce cousin qui à chaque fois travaille pour faire ça, pour avoir la chefferie. Et ce qui l'énerve, c'est que il a demandé à ce qu'on expulse ce cousin de ce village et sa famille s'oppose. En lui disant que non, ton père ne travaillait pas pour la mise à l'écart de certaines personnes, etc. Et donc, il faut travailler avec lui, sache juste marcher avec lui, etc. Il estime qu'il faut dénoncer un cas dans lequel la famille veut même sa mort, parce que la famille demande à ce qu'il laisse près de lui quelqu'un qui manifestement agit dans le sens de le tuer. Bon, c'est vrai que je suis un peu perdu parce que lorsqu'ils sont dans les réunions de famille, je suppose que la nourriture est dans une assiette collective. Au départ, oui. Maintenant, lui, quand il prend dans la nourriture, parce que je veux bien comprendre, il fait comme un policier. Oui, oui, oui. C'est lui-même qui se sert. Oui. Et il met donc dans son fameux plat. Oui. Et c'est là le plat se brise. Sauf que généralement, il m'a dit quand même, ils sont 3. Sa femme, lui-même et son cousin. Donc ils ont sur la portion de nourriture. Tous les 3. Tous les 3. Oui. Sa femme, son cousin et lui. Et cela est arrivé à combien de 3 reprises? fois. Le plat se Et il brise. dit qu'il avait déjà dit à sa femme avant que lorsqu'on nous sert ensemble, ne mange pas. Laisse-moi manger. Parce que moi, j'ai des trucs que toi, tu n'as pas encore. D'accord. C'est compliqué. Hein. Alors, Marcel Nchama, votre commentaire. Bien, c'est un peu triste, hein, parce que à entendre la dénonciation de Bernardo, moi j'ai l'impression plutôt que c'est un peu mystique, c'est pas un empoisonnement de jour. Parce que chez nous aussi, nous avons ces petites choses-là. Lorsqu'on vous sert à manger, que la nourriture soit froide ou chaude, il suffit seulement que vous touchiez ce plat avec vos mains pour que le plat se brise. Et généralement, c'est en 2. Bon, moi, c'est ce que je peux dire à ce monsieur, c'est de fait de prendre toutes ces précautions parce qu'à un moment, il ne sera pas toujours protégé par ce qu'il a mangé. Les gens peuvent aller au-delà de son pouvoir et là, on risque l'avoir. Bon, si on ne l'aura pas, on risque de passer même par sa femme, par ses enfants, pour qu'il abdique. C'est vrai qu'il n'a pas encore été intronisé, mais je peux dire que pour qu'il abdique, il sera forcé d'abdiquer quand il verra qu'il a perdu soit sa femme, soit ses enfants. Parce que c'est un autre moyen de pression, de faire pression sur lui. Parce qu'il n'est pas toujours... il dit qu'on le fera partie du trône par le poison. On peut le contraindre à abandonner ce trône-là. Donc moi, je crois qu'il devrait encore aller Alors, au-delà. qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comme je le dis, Il continue à renforcer ses pouvoirs. oui, effectivement, parce que c'est pas la ratadaï, je suis pas sûr que ce soit la ratadaï qu'on lui donne. C'est pas la ratadaï qu'on lui donne, c'est forcément un poison mystique et parfois même qui peut même passer par l'air. Vous savez, parfois vous êtes assis dans un bar, vous buvez, une mouche passe par là ou alors un coup de vent, on vous introduit du poison. Donc il doit aller Une mouche qui tombe dans mon verre, moi je bois tout ça. Hein. Bon, c'est vrai que ça arrive, mais je dis, c'est... Quand nous buvons le vin de palme au village, est-ce que nous pouvons même compter le nombre de mouches d'abeilles qui tombent dans le verre? Là-bas, c'est une question de pouvoir. Parce qu'on veut prendre son pouvoir. Et les gens sont prêts à tout pour avoir le pouvoir. Déjà, vous le savez, comme dans notre pays, dans notre cher et beau pays, les gens sont prêts à tout pour prendre le pouvoir.
Donc ce monsieur essaie de voir encore les notables qui sont plus puissants. Lui, Edouard Ndedi, au nom du pouvoir, que n'a-t-on pas vu? Mais disons que nous qui avons la possibilité d'aller souvent dans les villages, parce que moi, mes oncles sont du côté de Nyong Ekele, de ce côté-là. Et ta mère est Bassa. oui. Donc tu es le Nyandom de Bernardo et de Blériot. Je passe de temps en temps de ce côté-là. Boumiébel, c'est la voie Tu es aussi le Nyandom de Rigaud. Ben, Il n'a disons pas comme dit ça. Nkengli Kok. Non, pas Nkengli Kok. J'ai bien dit, je ne sais pas, moi je suis du Nyong Ekele. En fait, mes oncles sont du Nyong Ekele. Mais ils sont également du Nyong Et Ekele. je ne sais pas, non, Pourquoi tu refuses ça? je ne veux pas. Moi, je n'ai rien contre son, tout au Est-ce que contraire. tu es son Nyandom? Est-ce que c'est toi qui choisis tes Nyandom? Donc, ils sont, voilà. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, en fait, ces histoires, c'est des histoires mystiques. Je pense que oui, c'est des histoires mystiques. Lorsque moi, je mange sur les plats tous les jours, je ne sais pas si j'étais empoisonné, je ne sais pas si un plat s'est cassé un jour entre mes mains. Bref, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut simplement prendre des précautions. Des précautions, c'est quoi? C'est déjà consulter tout ce les aïeux, ceux qui sont, par exemple, nous, on a des bonbons de notre côté, du côté des oncles, qui peuvent vous donner des petites écorces qui peut-être peuvent vous protéger. Et surtout, il faut prier Dieu. Parce que je vous assure, quelles que soient les écorces que vous pouvez prendre, tout peut arriver si vous n'avez pas la protection divine. Et je pense qu'ici, le conseil que je pourrais donner à ceux, vous savez, moi, je suis en train de rentrer au village chez mes oncles depuis quelque temps. Et il y a plusieurs types de sorcellerie. Comme il a dit, ce n'est pas seulement le problème d'empoisonnement. On peut l'atteindre sous différentes formes. Vous savez, il y a plusieurs façons de vous décourager. Si la voie d'empoisonnement ne marche pas, certainement ils passeront par d'autres voies. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut simplement éviter, il faut prendre des dispositions, surtout éviter d'être en contact avec ces personnes. À la limite même, éviter de partager un certain nombre de plats, même avec votre épouse. Vous savez, il y a des poisons qui sont ciblés. C'est-à-dire que vous mangez le même plat, Ah bon? 10 tonnes. Mais là, ce sont des poisons mystiques. Justement, c'est-à-dire que nous mangeons tous dans le même plat, mais c'est la personne qui est visée qui succombe. Et je pense que et il n'y a que Dieu. Franchement, tout ce qu'on peut lui dire, c'est ça. Tout ce que je peux lui dire ce matin, c'est vraiment prier son Dieu et qui s'aide d'abord avant que le ciel ne l'aide. D'accord. On va passer la parole à Pierre Blériot Niemek. Le monsieur semble indiquer que à la base de toutes ces affaires, c'est un problème de dispute de chefferie. Son cousin aimerait arracher la chefferie et lui également ne lâche pas prise. Maintenant, selon le monsieur, il serait attaqué. On veut l'empoisonner. Vous vous situez à quel niveau? Bon, il n'est pas facile chez nous d'être chef. Quand vous prenez la posture de chef, sachez que beaucoup vont contester cela. Seulement, ce monsieur n'est pas aidé non plus par sa famille. Il n'est pas très soutenu. Bon, parfois, il sait comment comprendre, si tant il est vrai que c'est ce cousin-là qui a tenté de l'empoisonner par 3 fois, et qu'on a pu le vérifier, comment comprendre qu'on continue de laisser ce cousin-là dans ses... Sans l'inquiéter. Non, ça veut dire que ceux qui font ça ne sont pas sérieux. Je vous ai dit ici que l'amitié des méchants est une fausse au lion. Il ne doit pas seulement faire attention à ce cousin, mais à tous les autres. Parce que parfois, ici, s'il a établi qu'un cousin a tenté de vous empoisonner, le village doit prendre des dispositions. C'est clair. Il ne peut pas tenter de vous empoisonner 3 fois et on continue de vous dire que non, ton père ne faisait pas dans la division. Bon. Et on continue à vous servir dans le même plat. Donc. En matière de poison et d'initiation, il faut dire que le monsieur peut n'avoir pas été empoisonné. Parce que ce pouvoir-là, quand on vous le donne, s'il est trop chargé, il faut qu'il se manifeste des fois. Et des fois, il se manifeste de manière désordonnée. Ah bon? Je sais de quoi je parle. Voilà, alors c'est dangereux. Oui, des fois, il se manifeste. Et il peut même vous conduire à de mots. Je ne dis pas que c'est le cas. Parce qu'en fait, vous avez une charge en vous qui fait que, si même seulement la nourriture n'est pas de bonne qualité, pour que vous compreniez, ce n'est pas que le pouvoir ment. Vous voyez? La nourriture Peut-être que la nourriture se gâtait déjà. Voilà. Quand vos mains entrent en contact, parce que ce qu'il faut faire, c'est toucher le plat dans lequel on a servi. Vous entrez en contact avec le plat
Et la charge qui est en vous est transmise au plat. C'est ça qui fait que le plat se brise, très souvent. Bon, il peut arriver qu'elle ne soit pas empoisonnée, mais par exemple avariée. Parce que dans la mystique est scientifique. Si elle est avariée, la mystique considère qu'elle est empoisonnée. Ça, c'est d'une part. D'autre part, quelqu'un peut mettre un poison pour lequel lui, il a l'antidote. Oui, pour empoisonner bien quelqu'un sans qu'il y ait de traces, en général, l'empoisonneur traditionnel, lui, il prend l'antidote du poison qu'il va mettre. Et il empoisonne la nourriture pour que les gens témoignent que vous avez mangé la même nourriture. Vous voyez, c'est ça, que tu ne viens pas dire. Non, mais attends, comment Aïssi peut dire que c'est Niemek? Aïssi et Niemek mangeaient dans le même plat. Ils ont mangé dans le même plat. Voilà, donc, quand on dit manger dans le même plat, on s'est servi dans la même assiette. Aïssi s'est servi, Niemek s'est servi. Alors que Niemek a pris la précaution de prendre l'antidote avant de se servir. C'est arrivé déjà. Incroyable. Mais, oui, c'est ça le sommet de la méchanceté. Vraiment. Donc ne te dis pas que comme tel a mangé, je mange. Bon, maintenant en termes de solutions, je lui suggère 3 solutions qu'il doit suivre au fur et à mesure. Il faut qu'il arrête seulement d'être sur la défensive. Il faut qu'il passe à l'attaque. Ah bon? Oui, il faut qu'il passe à l'attaque. Il a juste une petite initiation, ça ne suffit pas pour être un chef. Qu'on ne puisse pas t'empoisonner, ça ne suffit pas. Il faut qu'il ait ce que les Bassa appellent le temnigne. C'est-à-dire que quand quelqu'un envisage de te faire quelque chose, que cette chose lui arrive. Ah, c'est une bonne chose. Hein? Oui, on appelle ça en Bassa temnigne. Je dois chercher cette Voilà, chose-là. je crois que... Il y a trop d'ennemis. Voilà. La même chose, dans les mêmes proportions, celle qu'il a envisagée. Bon, la deuxième chose, en tant que chef, il doit avoir le sekbe, c'est-à-dire l'esquive. Oui. Bon, sauf que l'esquive a quelque chose de particulier ou de dangereux, c'est que vous pouvez esquiver et ça prend un proche. Oh là là. Bon, mais déjà il faut avoir ça. Troisième chose, c'est qu'il faut qu'il neutralise son cousin. Et pour le Faut le mettre hors d'état de pour le nuire. neutraliser, il doit avoir l'accord des notables. Parce que chez nous, ce que les gens ne savent pas, le chef n'est pas le mbombok. On a distingué ses pouvoirs. fait. Mais quand les vrais notables se rendent compte que le chef est attaqué, ils s'asseyent pour punir celui qui veut Déranger le chef. Parce que si on tue votre chef, Ça n'est pas bien? ça montre que Oui, il y a léger. vous êtes léger. Donc, un tel garçon qui dérange, si la chefferie lui est vraiment due, celui qui vient se plaindre, parce que ça, c'est un problème. On a des chefferies qui posent des problèmes. En fait, quand vous étudiez la lignée de la chefferie, vous pourrez par exemple découvrir que le cousin qui lui conteste la chefferie a plus de droits sur cette chefferie que lui. Ça veut dire quoi? Peut-être c'est le grand-père du cousin qui était chef. À l'occasion de quelque chose de pas correct, la chefferie a traversé, a basculé. Vous voyez, aujourd'hui, le cousin voudrait que la chose rentre dans la maison mère. Et là-dessus, il y a des choses qui ont souvent été faites. Et les faux notables ne vous diront pas que non, mon frère, tu es plus exposé que le cousin là. Parce que lui, il est vraiment de la lignée directe. Si la chose avait traversé chez vous, ce n'était que pour des circonstances. Donc, si tu n'es pas dans ton bon droit, la sorcellerie ne te protège pas vraiment. Très Donc, bien. qu'il vérifie qu'il est vraiment dans son bon droit. Bernardo Basson, ce monsieur a donc un sérieux problème et veut devenir chef. Malheureusement, trop de péripéties. Entre-temps, quand même, est-ce qu'il ne faut pas se le dire, lorsqu'on veut devenir chef, on doit avoir les capacités physiques, spirituelles, mystiques, métaphysiques. Pour son cas, on a l'impression qu'il est léger. Parmi les choses que les hommes recherchent quotidiennement, du moins les hommes de nos jours, il y a l'argent, la gloire et le pouvoir. Et pour avoir accès à toutes ces choses, certains sont prêts à tout. Chez nous, on considère qu'on ne devient pas chef, on est chef. Parce que dans la plupart des cultures africaines, la chefferie est une question de lignée, est une question d'hérédité, de succession. Donc c'est compliqué d'apparaître dans un milieu et de devenir chef. Une fois qu'on veut le faire, donc on s'expose à des attaques. Même si on est prédestiné du fait de la lignée à être chef parfois, on est attaqué parce que la question du pouvoir est une question qui semble être vitale pour les hommes. Donc ce monsieur, moi je lui ai dit, il n'a pas beaucoup de problèmes. Monsieur Niemek A
à relever 2-3 choses que je n'aurais pas dites en ces termes-là à la télé et il sait pourquoi. La première des choses, c'est que je lui ai dit que puisque les notables sont d'accord avec lui ont rappelé que c'est lui qui est l'héritier et que son cousin veut prendre la chefferie uniquement parce qu'il a beaucoup d'argent et a des fins politiques, il devrait donc se préparer à entrer en guerre contre son cousin, puisqu'il a tous les éléments qui lui montrent que c'est lui qui est le chef naturel de la localité. Et c'est une localité de la région du centre, ça il faut le dire. Donc première chose, M. Nyemek a parlé du Témigné. Bon, il y a deux façons. Vous comprenez pourquoi il m'a appelé. Je lui ai dit, vous pouvez prendre cela par l'écorce d'un arbre. Vous pourrez prendre cela par un balisement qu'on fait de vous avec vos cheveux, avec vos ongles, avec vos poils et avec un bouc. Et à partir de là, on vous scelle. Et on jette un sort général à toutes les personnes qui viendraient contester votre chefferie. Il y a une formule chez nous qu'on emploie pour désigner cela. Et par cette formule-là, si quelqu'un tente de vous contester la chefferie qui est la vôtre, soit c'est la folie qui le prend, soit c'est la mort qui le prend. Il faut commencer. Je lui ai dit ça, clairement. La deuxième chose, c'est que je lui ai dit que même sur le plan physique, donc tu dois même l'arrêter avec les mains pour lui dire que ce que tu fais la nuit, moi je viens régler ça en journée. Si tu es faible, paye des gens et qu'on le bastonne. La justice des Blancs parfois n'est pas utile. Ici on est au village. Bon, celle du village, on le bastonne correctement. Je lui ai dit, troisième des choses, tu dois tout faire pour que ton cousin quitte le village. Il a plein d'argent, c'est son problème. Parce que ta femme et tes enfants sont en danger, comme ils l'ont dit. Ils peuvent passer par ses proches pour lui faire du mal. Donc, il doit d'abord comprendre que les notables, c'est vrai, le travail encore pour qu'il accède à la chefferie, mais il n'est pas encore prêt. Donc, il ne devrait pas trop s'afficher vis-à-vis des personnes qui sont en même de lui contester sa chefferie. Il devrait d'abord se mettre en berne, travailler, être prêt physiquement et mystiquement pour après apparaître. Tant qu'il n'a pas ces éléments, il ne devrait pas autant apparaître. Donc, il doit dire à sa famille que pour le moment, je vous laisse. Le notable et moi se retirent quelque part pour travailler sur ma chefferie. S'il ne fait pas ça, il va finir par mourir. Donc, qu'il soit prêt à être offensif, comme je dis, c'est-à-dire qu'il soit offensif. Moi, je lui ai dit, parce qu'il parle un peu bassa, je lui ai dit chez nous, on dit Djourien. Donc, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais affronte, voilà, affronte-le dans tous les sens du terme. Parce que le poison, ce qu'on t'a donné dans le ventre, ce qu'on t'a donné à manger ne peut pas tenir très longtemps. Il y a plusieurs formes de poison. Bon, maintenant, je vais quand même m'appesantir légèrement sur cette affaire de contre-poison, entre guillemets. Oui. Comme disait Blériot, vous pouvez suivre une initiation du style où, si on vous empoisonne, dès que vous touchez le plat se brise. Alors, est-ce qu'il n'y a pas également ce que les jeunes appellent au Cameroun le retour? Lorsque vous avez, par exemple, subi ce genre d'initiation, est-ce qu'il n'y a pas des choses à craindre? Parfait, ici, je vais vous répondre de manière claire. Tout dépend de votre initiateur. Il y a des initiateurs qui vous donnent une arcane en vous imposant des conditions. Il y en a qui ne vous en imposent pratiquement pas. Je vais prendre un cas si vous permettez. Allons-y. Il y a un truc chez nous, je vais dire en français pour cacher le mot, c'est le serpent. Ça veut dire, dans votre maison, on pose un truc qui est comme le serpent. Si quelqu'un entre pour vous voler, le serpent jaillit et attrape son cou, serre son cou. Plus il se bat, plus ça serre son cou. C'est un peu comme le Aoulangbom chez vous, mais c'est le serpent. C'est un piège. Il y en a qui vous donnent ça, en vous disant par exemple que des fois chez vous, vous verrez un serpent dans la maison. Vous refusez. Vous dites que non, mes enfants auront peur ou mes invités auront peur. Il y en a qui vous donnent ça par exemple en disant que tu ne mangeras plus jamais de serpent. C'est une condition. Il y a également qui vous donnent cela, suivez mon regard, en vous disant qu'une condition. Prenez juste ceci, faites ci, faites ça. On vous couille un peu, on met et c'est bon. Lorsque vous voulez, vous déclenchez ça. Vous voyez donc, il y a des choses qu'on peut vous donner sous condition, qu'on donne sans condition. Donc ça dépend vraiment de l'initiateur. Nous allons lire les premiers messages jusque-là enregistrés. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Je voudrais que Blériot m'explique un peu lorsque votre bière explose entre vos pieds, parce que j'ai vécu cela avec des amis. Je me suis levé et je suis rentré une fois à la maison. C'est David, le disciple de Son. Blériot, tu as une explication à donner? Non, mais ça dépend de ce que lui-même est. Est-ce qu'il a vécu cela? Ça dépend de ce qu'il est. Si toi-même tu es chargé, tant mieux. Autre message. Les Rigobert, Dagobert, Golbert, vous êtes tous les mêmes. Albert.
C'est quoi le projet? Adalbert. Moi, je comprends pas. Autre message ce jour. Bonjour les démineurs. Le roi David n'a-t-il pas, sur le lit de mort, instruit à son fils Salomon, entre autres, de tuer son demi-frère Adonias pour s'assurer un règne en toute quiétude, sans toutefois éliminer son cousin physiquement? Il doit trouver d'autres voies et moyens de l'écarter sans diplomatie de son trône. Autre message ce jour. Bonjour parfait. L'homme de la modération, très belle émission. Je passe un bonjour particulier à mon ancien responsable de la sécurité interne à Carrefour Market, Equié, M. Ndidi. Bien de choses à lui. C'est Richard depuis Equié. Vous connaissez Richard? Bon, vous savez, les personnels, il y en a, ils sont par centaines. Vous êtes vraiment multidimensionnel, M. Ndedi. Ben, merci déjà et bonne année à lui surtout. Bien des choses aux employés de Carrefour. Bonjour Perfecto, c'est très simple. Ce monsieur doit simplement éviter de manager. Bon, il voulait peut-être de manger dans diverses cérémonies au village. C'est un signal fort. Sa famille doit également éviter tout repas ne provenant pas de leur maison. Si son cousin réalise qu'il est intouchable, les prochaines cibles seront les membres de sa famille. C'est Balopsou, Jean-Luc, et depuis Yagua qui envoie le message. Bonjour les démineurs. Juste une précision, on mange des plats dans les assiettes. Merci, c'est Face depuis Garoua. Je comprends pas ce que notre ami de Garoua veut nous faire comprendre. Hein? Alors, je pars du côté du 241. Là-bas, on peut être un peu plus sérieux. Bon. Il me raconte des choses terribles. J'ai cru qu'on pouvait être sérieux là-bas. Je vois là, Gabon, le gouvernement militaire prévoit 10 milliards pour la construction de ponts en béton à travers le pays. Je vois la OIM, Jimmy Ondo offre un cadeau au maire Jean-Christophe Owono Ngema. Il y a des liens là, ainsi de suite. Bon, c'est bien pour une publicité gratuite. Mais je vais vous dire que votre président est plus sérieux que ça. Autre message ce jour. Bonne matinée, Monsieur Parfait ici. C'est tout ce que la personne a trouvé à nous dire. Hein. Autre message. Bonjour les grands, s'il vous plaît, pardon. Je voudrais entrer en contact avec Bernardo. J'ai besoin d'un bonbon fort, et très fort même. Ouais, tu veux les choses mystiques. Tu veux faire la sorcellerie. Bernardo est là. Bernardo est Info TV. Je ne suis pas encore bonbon. Il a dit qu'il va un bonbon fort. Je ne le suis pas encore. Allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour aux démineurs et bonjour à toi Perfecto, le Serge Branco de la modération. Surtout pas. Un non catégorique. C'était pour te taquiner. Il savait que tu allais dire non. Pour la dénonciation, j'aimerais dire que soit le monsieur concerné est chef, soit il ne l'est pas. Et s'il a déjà détecté son tueur, qu'est-ce qu'il attend pour le châtier? Un chef ne doit pas être mou comme ça. Quand un chef commence avec ce genre d'attitude molle, je me demande s'il doit bien assumer son rôle. Il doit être autoritaire et dur, car c'est quand le fer chauffe qu'on le tord. Il doit frapper. Concernant le cas Martinez-Zogo, je dirais que les journalistes sont aussi la cause de tout ce qui se passe, car dans un pays normal, les journalistes doivent débarquer chez le juge Sikati pour arracher une conférence de presse et obtenir la vérité. Laissez Sikati en paix. Hein. Sikati n'est plus dans cette affaire-là. Allez chez le juge Ndié. On a dessaisi. Autre message. Bonjour le plateau. J'aimerais que le dénonciateur Bernardo m'explique si le chef du village a qualité de faire partir son cousin du village. C'est depuis Djoum. Oui. Bernardo dit oui. Le chef d'une qualité a cette compétence. Il y a des gens qu'on excommunie lorsque leurs comportements sont de nature à perturber la tranquillité du clan. Parce qu'on ou commence de la par grande la famille. mise en quarantaine. Si vous ne changez C'est pas, comme la prison, par oui, exemple. on augmente, oui, justement. On peut le faire partir. On lui demande même de ne plus jamais remettre ses pieds. jamais remettre ses pieds. Et on met un sort à l'entrée du village que si tu viens avec des idées toujours noires, la folie te prend là à l'entrée et tu enlèves les habits. Y compris sa progéniture. Ouais. Hein. Tout à C'est fait. vrai qu'une fois au village, il y a une quinzaine d'années, il y avait une grand-mère au village. Elle avait eu un seul enfant, un fils unique, et l'enfant était à la quarantaine.
L'enfant a été marié, il y avait pratiquement 7 enfants. Le dernier devait avoir 2 ans. L'enfant est tombé malade, le monsieur, et le monsieur est mort. Ça a tellement touché le village qu'on a dit ce n'est pas possible. L'unique enfant, et laisser la femme dans ces conditions. Bon, on est allé à la concertation familiale. J'ai vu comment les gens parlaient la sorcellerie à visage découvert. Et on a commencé à accuser une maman là. La maman l'a dit, mais attends, vous parlez de quoi? Vous dites maintenant que c'est moi qui ai fait en sorte que tel... C'est pas moi. Lorsqu'elle a été d'accord qu'on mange son fils. Moi, pour mes enfants, est-ce que moi j'ai à manger mes enfants? Vous parlez de quoi? Pour aller rapidement, on a chassé cette maman du village. Voilà. Tout simplement. Et dès qu'on a enterré son fils, on a cassé toute sa vieille cuisine. Elle est partie, elle n'avait que, comment on les choses, Ça hutte. ça hutte. Ouais. On a chassé cette maman, cette grand-mère du village. On a dit, ton niveau de méchanceté a dépassé les bornes. Oui, Blériot. Oui, parce qu'il faut le préciser, dans la sorcellerie africaine, camerounaise, celle que je côtoie un peu, il est interdit de manger un enfant unique. C'est Oui, interdit. C'est-à-dire que c'est un principe. Je comprends que pourquoi on l'a condamné. Oui, fermement. les sorciers se sont donnés pour principe que si quelqu'un n'a eu qu'un seul jet. Et c'est pour cela que Il y a un peu d'humanisme. Voilà, là-dedans. ici. C'est pour cela que dans certaines communautés, par exemple au Cameroun, vous verrez des personnes faire beaucoup d'enfants et en perdre 2 ou 3. Vous voyez, parce que ça rentre dans la magie africaine, l'anthropophagie. On a interdit de manger l'enfant unique. Et ce dont vous parlez là, c'est la quarantaine, mais le mot exact, c'est le bannissement. Oui, parce que la quarantaine, tu peux encore vivre au village. Seulement, les gens ne viennent pas chez toi. Le bannissement, c'est que tu quittes le On village. t'expulse. Bon, l'État ne reconnaît pas ça. Il faut le dire. Non, le plus grave, mais là, on l'a chassé du Oui, village. je dis l'État ne reconnaît pas. Mais comme l'État sait que nous avons des coutumes, l'État se tait souvent. C'est un peu comme la justice populaire. Vous verrez que quand un grand bandit a été assassiné dans un quartier, le commissaire ou bien le CB viennent là, ils font un truc là. Mais après on dit que mais qui va même chercher le type? C'est un type qu'on peut en tirer à soi. Vous êtes en direct sur Info TV, 10h, 11h52. La mort de l'audience en télévision. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture 17 janvier 2023, 17 janvier 2024. Il y a exactement un an que l'animateur de radio Martinez Zogo avait été enlevé au Cameroun, par la suite assassiné. Un an plus tard, le procès s'est ouvert, mais pour l'heure, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je voudrais qu'on puisse consacrer une dizaine ou une quinzaine de minutes pour revenir sur cette affaire Martinez-Zogo en termes d'évocation. Je commence par Marcel Ntchama, vous qui êtes psychosociologue. Un an plus tard, à quand le procès, si je devrais parler, comme le journal du très grand frère Dieu nous vend, la météo? Bien, le décès ou alors l'assassinat de Martinez Zogo est un crime crapuleux qui a ébranlé toute la République du Cameroun, voire même une bonne partie du monde francophone. Bien, un an après, nous sommes très déçus que les véritables coupables ne soient pas encore été punis parce qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'on ait désigné un coupable. Et malheureusement, comme disait Bernardo, il n'y a que 2 journaux qui ont titré sur le décès ou alors l'assassinat de Martinez Zogo, ce qui nous a un peu choqués. Parce que moi-même, quand j'ai vu les unes de presse ce matin, je me suis dit, oh voilà, on a oublié ce monsieur qui, non seulement égayait les matinées des Camerounais, mais aussi nous apportait la bonne information. Avec son programme, son émission à succès, baptisée Embouteillage. Oui, justement, ça nous a... Je vous dis, aujourd'hui, cela voudrait dire que si un autre crime est commis, nous allons subir le même sort parce qu'il n'y aura personne qui en parlera. Nous avons l'impression que les journalistes et même certains Camerounais ont subi un traumatisme où ils sont incapables de parler, ils sont incapables de dénoncer parce que si je me rappelle, depuis un moment, très peu de journalistes, à part Info TV et quelques chaînes de radio,
ose encore parler de cette affaire. Mais il faut quand même également dire à Marcel, je ne sais pas si on va vraiment faire le procès de la presse face à cette affaire Martinez, mais la presse comme un seul homme s'était quand même levée lorsque ce problème s'est produit, lorsque cet assassinat a eu lieu. La presse a parlé d'une seule voix, l'essentiel de la presse camerounaise et même internationale. Bon, est-ce que la presse en parlera tous les jours? Mais je crois. Vous savez, le journalisme, je crois, c'est le quatrième pouvoir. Lorsque ce pouvoir-là se tait, il y aura des dérives. Au fur et à mesure que la presse fait pression sur les... Bon, l'affaire est bien en justice. Peut-être que quelqu'un te dira peut-être qu'il faut laisser la justice faire son travail. Oui, mais le temps de la justice, c'est vraiment le temps du peuple. Et non plus le temps du journaliste. Non, moi je parle déjà du peuple parce que le peuple est choqué. Qu'un crime comme celui-là soit impuni. Je vous le dis, 1 an après. Mais quelqu'un vole un téléphone au marché, 6 mois, 2 semaines après, on l'arrête. Mais comment se fait-il qu'un crime comme celui-ci tend à rester impuni? Bon, on a pris des gens, je ne sais pas, qu'on ne peut pas commenter en profondeur sur cette affaire. Mais je dis la presse et même la société civile. Donc comme c'est la presse qui est la moins chère, là tu en parles. Non. Et la société civile devrait aussi faire pression. Très bien. Oui, merci Marcel Nsama pour votre regard. Lui, Edouard Ndidi, à quand le procès? Cela fait déjà exactement 1 an que Martinez a été enlevé et froidement assassiné. En 1 an, il n'est pas possible qu'on puisse véritablement avoir les vrais coupables de l'affaire Martinez-Ogo. C'est aussi compliqué, complexe que cela. Mais, M. Pafay, ici, vous pensez que 1 an, c'est beaucoup? Vous voulez qu'on prenne 50 ans? Pour un crime comme celui-là, avec toutes les parties qui seraient concernées par cette affaire, 1 an, c'est rien du tout. Rien du tout. Et si je vais me pousser un peu le bouchon plus loin, je dirais que, au vu des enjeux potentiels, parce que là, nous supputons un peu, on ne sait pas vraiment, seuls peut-être les assassins connaissent la vérité pour l'instant. Et si je veux faire une petite analyse, je dirais simplement que nous attendrons encore beaucoup d'années pour connaître la vérité. Mais vous inquiétez. Je peux vous le dire parce que moi je vois, je regarde cette histoire du côté où je suis, je regarde cette histoire comme un simple Camerounais qui ne veut pas prendre le parti pris, qui ne se base pas sur les ondes des réseaux sociaux, sur les écrits de la presse, et qui se dit, nous voulons la vérité. Mais la vérité, qui pourra nous dire la vérité? Qui va dire la vérité? Quand toi tu dors souvent, oui. C'est-à-dire que comme l'affaire avait fait trop de bruit, même parfois en dormant, est-ce que tu n'as pas quand même eu certains soupçons qu'il y a un 6e sens qui te dit que c'est sûr que c'est elle qui a tué Martinez? Vous savez, nous qui regardons un peu les émissions, qui regardions les émissions de Bellemare, Enquête impossible. Enquête impossible. Parfois, c'est là où vous imaginez même que le danger peut venir. C'est là, le danger, comme quelqu'un l'a dit, c'est là où je ne vais pas encore revenir sur mon tonton, son manac, mais c'est quand tu penses que qu'il y a le danger quelque part, c'est même là où il n'y a pas le danger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que seule la justice pourra peut-être révéler qui est le véritable assassin. C'est-à-dire que tous les soupçons possibles, n'est-ce pas, peuvent nous entraîner là où... C'est une fausse piste. C'est une fausse piste. Parce qu'aujourd'hui, on nous a fait pas... Ça peut être tel, le jour au lendemain, on se rend compte que non, ce n'est pas tel. C'est tel. Il y a quelques semaines, on a encore eu droit à les arrestations. On a arrêté, j'ai vu dans un journal que le maire de Bibé M. Savon a été arrêté, alors qu'il n'était pas au départ, il n'était même pas soupçonné, peut-être, en fait, selon mes informations. Et peut-être demain on dira que peut-être c'est parfois ici, peut-être c'est mauvaise blague. On n'est pas sérieux. C'est pour vous dire que s'il faut vraiment s'en tenir aux informations des réseaux sociaux et autres, tout est possible. Vous savez, nous n'avons pas le pouvoir dans ce pays, vous et moi nous n'avons pas de pouvoir, des personnes ont le pouvoir dans ce pays. On peut du jour au lendemain vous pointez du doigt et vous devenez la personne
la personne, la prétendue coupable. Et c'est ce que je ne souhaite pas vraiment à tous les innocents. Hein. Merci. Nous connaissons, je pense qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous a sa part d'idée au bout de la tête et il s'est dit vivement que la vérité éclate. Merci lui, Edouard Ndidi, pour votre regard. Pierre Blériot-Niemek, jamais affaire n'a fait autant de bruit au Cameroun. Ndidi nous dit, au regard de certaines parties qui seraient impliquées, vous soulignez Agro-Karaté serait impliqué, c'est une affaire donc finalement très complexe. On a déjà eu à remplacer, c'est beaucoup de juges d'instruction. Pour l'instant, c'est le magistrat militaire Ndié qui gère cette affaire. Pour l'heure, y a-t-il espoir qu'un jour, on aura les véritables coupables de l'affaire Martinez-Zogo au Cameroun? Parfait. Ici, l'assassinat de Martinez-Zogo a pris des allures d'un procès d'État. Ah bon? Et ce n'est donc plus un procès entre des individus. L'État est impliqué à plusieurs niveaux, ne serait-ce que par ce qu'on a pu appeler jusqu'à présent le premier commando. Il est constant qu'il y a eu un commando qui a enlevé Martinez-Zogo. Moi, je ne suis pas trop dans qui a tué Martinez-Zogo. Est-ce que j'ai dit que moi, je me suis toujours arrêté à qui a enlevé Martinez-Zogo. Parce qu'on a envoyé personne enlever Martinez-Zogo. Martinez-Zogo ne voulait pas voyager. Il ne voulait pas rouler en Prado. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est ceux qui l'ont enlevé? Voilà donc les gens qui nous écoutent. Oui, ceux-là, oui. Peut-être qu'ils savaient qu'on devait enlever Martinez-Zogo. Se sont basés sur cet enlèvement-là, peut-être pour poser l'acte. Et peut-être que aussi, ceux qui l'ont enlevé l'ont peut-être assassiné. Vous savez, s'il faut... Est-ce que vous m'avez suivi? Ben allez-y, allez-y. Ne défendez pas. Je suis ici, Niemek, je viens à Info TV, invité par Parfait ici pour faire mes consultations. Je n'ai pas dit à quelqu'un que je veux rouler en Prado noir. Si tu viens, tu m'enlèves, tu me mets dans une Prado noire. Même si tu peux me laisser à Carrefour, et que quelqu'un me récupère là-bas, tu es responsable de ma mort. Oui, je dis que c'est toi qui est... Est-ce que la jeunesse du crime commence par la... Je t'ai dit que c'est toi qui dit. C'est vous qui pensez que c'est un enlèvement. Je donc pour nous faire comprendre que ce n'est pas un enlèvement. Est-ce que vous avez les preuves que Martinez-Zogo... Oui, non. Nous avons les preuves que Martinez-Zogo a été enlevé. Je dis enlevé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr que Martinez... Non, nous avons les preuves que Martinez-Zogo a été enlevé. Vous savez, ça c'est... Mais on ne sait pas par qui. Non, nous avons les preuves que Martinez-Zogo a été enlevé. Enlevé, oui. Il n'a pas demandé à aller là où on l'a amené. Il n'a pas pris rendez-vous avec quelqu'un quand même à tel endroit. Bon, il ne roulait pas en Prado souvent. Il n'avait pas ces moyens-là. Donc, il n'avait même pas envie qu'on le mette dans un Prado. Donc, moi, je veux que les gens se comprennent bien. Si quelqu'un voulait jouer avec les testicules de son père, et maintenant ils se sont cassés, qu'il fasse bien attention. Martinez était à Siantou ce soir-là. Amplitude FM. Oui, Amplitude Radio Télé. Amplitude FM. Oh, merci. Donc, après avoir passé sa journée, on dit qu'il est allé prendre un verre quelque part. Ensuite, il a commencé à rouler parce que nous avons des vidéos jusque-là. Et puis, des gens l'ont mis dans une voiture. Peut-être pour aller causer avec lui. Mais ce qui est constant, c'est qu'il n'attendait pas la présence de ces gens. Ces gens qui sont allés causer avec lui, jusqu'à présent, ce que les enquêtes dévoilent, et ce que ces gens ne nient pas, c'est que Martinez a été torturé. Et torturé jusqu'à la partie anale. Bon. Qui a dit à ces gens d'enlever Zogo? De le torturer. Vous savez, je vais vous dire, il y a des gens qu'on a enlevés, on a torturés, on a laissé sur la route de Nsimaline. Ils sont rentrés nus. On se connaît, on est tous dans le milieu de la presse. Ceux-là aussi auraient pu être assassinés par d'autres bandits. Mais les responsables auraient été ceux qui les ont enlevés. Parce que tu m'as enlevé de ma trajectoire. Quand je quitte ici, je vais en Vogada. Si toi, tu m'enlèves de Vogada pour m'amener en Fou, est-ce que je t'ai dit que je voulais aller en Fou? Si tu me bastonnes, tu me laisses coucher en Fou, et d'autres drogués, un exemple, qui passe me retrouve, il me tue. Tu es responsable de ma mort. C'est ce que je veux dire à ceux qui auraient ourdi le plan d'enlever Zogo.
Je veux aussi rendre hommage à la presse parce que tenir sur un an, c'est pas évident. Non, 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 pas du tout. C'est pas évident. Même si je leur fais le reproche de n'avoir pas, comme Dieu donné veut, rappelé qu'il s'agissait aujourd'hui quand même de l'anniversaire malheureux de cet événement. La commémoration. Malheureuse. Mais la presse a tenu déjà sur un an. Ces gens sont les gens de la communication. C'est pas évident de parler constamment d'un sujet et de maintenir les attentions des gens sur un an. Et ce mois est un mois triste pour toute la presse. Celle qui n'a pas publié aujourd'hui peut publier demain ou après-demain, ainsi de suite. C'est une période qui a été très difficile à supporter. Martinez Zogo ne serait, je parle encore en français, pas encore enterré. Et pour sa famille, à la fois professionnelle, à la fois nucléaire et autres, le deuil n'a pas encore été fait. Très bien. Bernardo Obasson, que nous le voulions ou pas, le Cameroun a été devant les projecteurs d'une très mauvaise manière au niveau des organisations des droits de l'homme. C'était inqualifiable. Au niveau de certains organismes internationaux, le Cameroun est passé comme mauvais élève en matière de liberté de la presse. Martinez Zogo n'est donc plus de ce monde depuis pratiquement un an. On ne le dira jamais assez, il avait été enlevé en 17 janvier. Le corps a été retrouvé le 22 janvier du côté des Bogo, pas très loin de la ville de Soa, en décomposition très avancée. Pour l'instant, les gens ont crié « Justice pour Martinez Zogo ». Un an plus tard, rien à se mettre sous la dent. La médiatisation et la politisation de l'assassinat de Martinez Zogo sont à l'origine de l'incapacité du procès à se terminer. À la vérité, le public camerounais, l'opinion publique a trouvé rapidement son coupable. Ah bon? Du fait de ce que Martinez Zogo dénonçait incessamment certaines personnes. Et donc, le public a estimé qu'il fallait principalement jeter les regards sur quelqu'un qui aujourd'hui est heureusement ou malheureusement interpellé en fonction du bord sur lequel on se place. Bernardo, vous ne voulez pas vous éloigner de la position d'Indidi qui pense que lorsque nous avons eu l'habitude de souvent regarder certaines émissions d'enquête policière à la télé, parfois l'assassin n'est pas toujours celui qui est tellement soupçonné. Par moment, nous amène sur une fausse piste. Encore que, à mon sens et humblement, ça aurait fait gros que quelqu'un de cette nature, je ne sais pas vraiment, je ne connais pas le personnage de près, vous voyez de qui je parle, que quelqu'un comme cela, qui est tout le temps tensé, admonesté par Martinez Zogo, prenne encore sur lui de l'enlever pour le tuer. À mon avis, ça fait tellement gros que je me dis qu'il y a un tourloupe quelque part. Quelqu'un ne peut pas se lever aujourd'hui, tous les jours, et m'insulter. Demain, cette personne disparaît. On aura l'impression clairement que c'est moi, puisque je suis la personne qui est insultée. Or, ça peut ne pas être moi. Donc, moi, je reste convaincu que la personne vers laquelle s'est dirigé le regard public n'est peut-être pas cette personne qui est criminelle dans le fond. C'est ce que moi, je pense, c'est un avis personnel. Donc, je pense qu'il y a d'autres éléments à prendre en considération ici. Maintenant, concernant l'affaire du procès, j'ai toujours dit ici que lorsque la cause des hommes est profondément sollicitée, la justice humaine ne peut pas la résoudre. C'est une affaire de famille, une affaire humaine. Et donc, le procès ne livrera jamais de verdict. Ou de bon verdict, oui. Comment ça? On pourra, à terme, incriminer quelqu'un. Il aura peut-être fait 5 ans en prison. Peut-être on lui collera un procès pour tentative pour 5 ans. Pour purger le temps qu'il aura déjà passé en prison, il libérera et ça passera comme ça. Parce que au Cameroun, vous voulez faire comprendre que c'est le théâtre qui est en train de se dérouler là. C'est une théâtralisation à tous les étages. Non, je ne peux pas croire. Moi, je pense. Parfait, ici. C'est le président de la République qui a instruit une enquête. Hein. Parfait, ici, 1 an. C'est long pour trouver des personnes qui ont assassiné une seule personne. Il n'y a que Martinez Zogo qui est mort ici. Et je pense qu'en 3 mois, on aurait pu faire la lumière dans cette affaire. C'est juste que c'est une affaire qui est extrêmement politique, qui est extrêmement sensible et que les forces en prison sont tellement puissantes que ce sont des lobbies qui s'affrontent de manière transversale. Et ce n'est pas vraiment une affaire Martinez Zogo ici qui est pointée du doigt. Lui, il est comme moi, c'est quelqu'un qui ne représente pas grand-chose au Cameroun. On peut me tuer demain, là, on va crier 2-3 jours Bernardo et puis c'est fini. Donc Martinez Zogo était juste celui qui portait la poisse pour ceux qui l'ont tué. Et même si on ne les arrête pas, leur conscience va les juger pour ceux qui en ont encore. Donc pour moi, la justice devrait ici ne plus trop s'agiter parce qu'elle ne donnera pas
de verdict suffisant. Faut pas Et être trop la famille de sentencier, Martinez Zogo, à mon sens, devrait peut-être, si elle n'a pas encore fait, commencer à entreprendre de faire le deuil. C'est difficile, mais c'est ce qu'il faudrait faire parce que compter sur la justice des hommes dans un pays comme le Cameroun est certainement un leurre, plus qu'autre chose. Bonjour à tous sur le plateau parfait. Ici, je vous dis toujours que le seul et unique cancer du Cameroun est logé depuis plus de 40 ans. L'affaire Martinez ne peut pas avancer parce que, comme les autres morts, Monseigneur Bala par exemple, les cancers du pays y sont impliqués. Je ne sais pas ce que vous mettez dans le cancer du pays. Hein. Autre message, on part au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour El Perfecto et à votre panel des sections. Je suis l'un de vos admirateurs de très longue date. Ce pays fonctionne comme un cartel. Les décideurs du système se sont érigés en dieux. Comme avec tous les dieux, on devient les prisonniers de leur folie. Ils ont réussi au sein du peuple à multiplier les accros à la drogue, de l'espoir pour en faire des fidèles carburés par la peur et le souci de voir leurs enfants grandir. Résultat, l'émasculation réactionnelle du peuple, qui curieusement espère désespérément en la venue d'un messie imaginaire. Martinez est juste le prétexte utilisé par le marionnettiste en chef pour neutraliser les successeurs déclarés. Sinon, comment comprendre qu'un an après que le colonel Dangui soit passé aux aveux, nous soyons toujours dans l'instruction de l'affaire? Bonne émission, c'est Mario Ngamba depuis Munich qui envoie le message. Autre préoccupation, je pars de 141, c'est le Gabon. Bonjour parfait, pourquoi Paul Biya ne peut pas laisser le président du Sénat aller se reposer au village? Il n'a pas pitié, c'est lui, c'est Abdoulaye depuis Bitam qui envoie le message. Moi je comprends pas pourquoi le président doit avoir pitié du président du Sénat. Est-ce que le président du Sénat est indigent? Alors, on lit un message très rapidement là. Bonjour aux panélistes, c'est avec plaisir que je vous suis aujourd'hui. Je suis saisi par la dénonciation du sucre national, Monsieur Basson, mais j'aimerais plus lire un message qui parle de Martinez. Du côté de la Grèce antique, on faisait voter tous les ressortissants d'une localité à propos de l'ostracisation d'un habitant. Ils votaient sur un morceau de poterie qu'on nommait ostraca, et c'est de là que vient le mot ostracisme pour désigner le bannissement dont parlait M. Niemek. C'est Paul Yombo qui envoie le message. Bonjour Paolo. Autre message ce jour, je pars au plus 44, c'est l'Angleterre. Good morning parfait, bonjour le panel. Je crois quand les caméras seront off, les discours de tout un chacun sur ce plateau seront différents sur ce sujet. Parfait s'il te plaît, même 5 secondes de silence et une pensée profonde pour la famille et les proches de Martinez. C'est monsieur Happy et depuis Londres qui envoie le message. Oui, merci Happy, sauf qu'en télévision, il n'y a pas ce genre de temps d'arrêt. Salut le plateau. Oui, Cameroun, c'est terrible. Vous êtes juste une population et qui fait juste foule. Là, nous sommes au 226, hein, c'est le Burkina. Devenez un peuple pour pouvoir vous lever comme un seul homme pour revendiquer. Une affaire similaire s'est passée au Faso avec l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Cette affaire avec celle de la modification de l'article 36 de la Constitution pour faire sauter le verrou de la limitation du mandat du président de la République. Le peuple est sorti, s'est dirigé vers l'Assemblée nationale, bravant policiers et gendarmes pour brûler l'Assemblée, continuer vers la présidence et finalement le président Blaise Compaoré a pris la fuite. Affaire Martinez-Zogo. Si c'était au Faso, c'est une affaire qu'on devait régler tout de suite. Vous ne sortez pas manifester, rien, et vous voulez quoi? Des peureux poltrons, seulement le bavardage. Ne m'énerve pas là-bas, c'est Paul depuis Ouagadougou. Je préfère que nous prenions la deuxième problématique inscrite à l'ordre du jour. Ce jour, nous nous posons la question de savoir comment construire une nation. Même la nation burkinabé doit être construite. Donc, je commence par lui, Edouard Ndedi. Comment construire une nation? Alors là, la question elle est multidimensionnelle, hein. Mais disons que construire une nation, déjà, c'est déjà bien éduquer ses citoyens,
Déjà, lorsqu'on n'est pas bien éduqué, lorsqu'on n'a pas une tête bien faite, c'est pas évident déjà d'accompagner un pays vers, en tout cas, de donner une pierre, de mettre sa modeste pierre à l'éducation de ce pays. Il y a au-delà de l'éducation, parce que déjà, nous avons un problème. Je prends l'exemple, hein, parce que c'est pas que le Cameroun. Les mentalités, je dis bien les mentalités. Dans l'éducation, il y a le volet mentalité. Lorsque les mentalités sont très souvent prélogiques, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous dans certains domaines, il est très difficile vraiment de construire une nation forte. Quand je dis nation forte, parce que déjà, les citoyens qui vont diriger cette nation-là seront pratiquement à côté de la plaque. Au-delà de l'éducation, il y a le volet sécuritaire, parce que vous savez, moi je suis un professionnel de la sécurité. Lorsque vous avez une tête bien faite, il faut encadrer ces hommes. Pour encadrer ces hommes, il faut les mettre en sécurité. La sécurité passe par la sécurité sur le plan sanitaire, parce que si vous avez des personnes, une population malade, c'est une population qui très souvent ne réfléchit pas, parce qu'elle se retrouvera toujours à l'hôpital. Quand on est malade, franchement, on est limité. Au-delà de la sécurité sanitaire, il y a la sécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'on parle là, par exemple, pour certains, pas toujours l'autosuffisance alimentaire, mais une bonne alimentation. On peut ne pas être autosuffisant sur le plan alimentaire, mais on peut bien nourrir ces populations. Donc, construire une nation forte, bien éduquer ces populations, leur donner une sécurité sanitaire, une sécurité alimentaire, et pour soutenir tout ça, il faut quand je dis une démocratie. Parce que quand vous êtes dans une nation où, tout à l'heure on parlait où les pouvoirs ne sont pas vraiment... il n'y a pas de séparation de pouvoirs. Ils ne sont pas bien séparés. Le judiciaire, le législatif se marchent dessus. Et ça crée vraiment un gros problème. La constitution, la nation peut... une nation forte, parce que vous pouvez avoir une nation, mais si elle n'est pas forte... le problème ici, c'est... Qu'est-ce que c'est même qu'une nation? Dit quoi? Une nation forte, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ses voisins, c'est par rapport à la globalisation du monde. Il faudrait déjà situer dans quel... voilà. Tout à fait. Merci, Louis-Édouard Ndedi. Pierre Blériot Niemek, c'est justement cette question que je vais vous poser. Comment reconnaître une nation forte? Avant qu'elle ne soit forte, il faut d'abord qu'elle soit une nation. C'est clair. Ce n'est pas une donnée immédiate. Tous les peuples ne constituent pas des nations. Et la spécificité qui est la nôtre en Afrique, c'est que nous sommes des peuples multinationaux. La nationalité, parce que là on parle un peu techniquement, la nationalité a trait à la culture, à la langue, à l'histoire d'un peuple. Si vous prenez un peuple comme le peuple de France, il est l'un des peuples qui est le plus national. La France est une exception. Nous sommes des États-nations. C'est-à-dire que l'État doit gérer plusieurs nationalités. Et l'idée, c'est d'en faire une seule nation. En fait, c'était le challenge que nous avions. Nous sommes venus de partout. Il faut donc, pour cela, avoir un idéologue du nationalisme. Un idéologue. Au Cameroun particulièrement, cela n'a pas été confié aux idéologues du nationalisme. Mais le président Amadou Ahidjo a décidé à un moment donné de faire comme s'il était un idéologue du nationalisme. Il n'avait pas tous les outils. Il a essayé ce qu'il a pu. Le président Biya lui a succédé et il a introduit une notion, celle que vous appelez aujourd'hui l'équilibre régional, qui a été galvaudée.
et qui nous a fait perdre le tissu national que nous étions en train de fabriquer. Parfait, ici je suis au désarroi de vous annoncer que la nation camerounaise s'est effritée. Ah bon? Et elle s'effrite de jour en jour. Et vous appuyez sur quoi? Sur la nation, c'est le sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, quand vous entendez les gens parler, ils rentrent dans leur nationalité particulière. Vous voulez parler de tribalisme? Mais c'est ça, l'un des fléaux dont souffre la nation camerounaise, c'est le tribalisme. Le tribalisme primaire, partout où vous allez aujourd'hui, y compris les élites. C'est d'ailleurs les élites camerounaises qui enseignent le tribalisme. Je vais vous donner quelques exemples. Et c'est en train de s'exacerber. Récemment, un ministre est allé se balader au sud, il a pris quelques amis, il dit qu'il va organiser des jeunes du sud. Parce qu'il était en perte de visibilité. Il a organisé là-bas, les jeunes lui ont posé des questions auxquelles il n'a pas pu répondre, il a abandonné les jeunes en route. Ils sont perdus là-bas. Récemment, dans les Amériques, vous avez suivi le musicien de renommée internationale, Tala André Marie, avec d'autres qui ont fait une réunion, et au cours de laquelle ce musicien a osé dire que non, le peuple bamileke est un peuple puissant, ceci, cela, tout. Qui disait ça? Tala André Marie. Là aussi, il s'est égaré. Récemment, vous avez, dès que Joseph-Antoine Bell a dit on ne redresse pas un bossu, les Bassas se sont levés. Non, un Bassa ne doit jamais dire des choses qui ne soient pas dans le sens de soutenir un autre Bassa. Ça aussi, c'est un tribalisme primaire. Alors, toutes ces poches qui sont, je peux continuer de citer, vous avez vu des militaires, des hommes en tenue, qui ont osé aller faire allégeance au sultan Baboun. Ça, c'est primaire. Alors, toutes ces poches qui se créent là, sont des poches de fissures. Est-ce que nous avons encore des idéologues du nationalisme? Nous avons échoué notre passage à l'indépendance. Nous venons d'échouer notre concours à devenir une nation. Il nous faut, si nous voulons sauver ce pays, des idéologues du nationalisme. Vous pensez que vous voulez que le Cameroun soit une nation comme la nation française? Non, en fait, non, c'est une question en passant. S'il vous plaît, je parle là d'une question vraiment technique. Je voulais juste, je ne dis pas que ce que vous dites, parce que quand je vous ai écouté, moi je voulais juste vous faire comprendre que les réalités camerounaises ne peuvent pas être les réalités françaises, n'est-ce pas? Son discours est oui, ce qu'il dit est très pertinent. Vous savez, comme il a dit, il est allé dans un volet plus technique. Moi, dit par exemple que le Cameroun... Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Le tribalisme, le Cameroun, le tribalisme tel qu'il veut le dire, le tribalisme primaire, parce qu'il a dit un tribalisme primaire. Moi, je ne vois pas ça de cette façon. Je pense plutôt que c'est des réalités camerounaises. Nous avons 241, je pense, ethnies au Cameroun, mais peut-être plus ou moins. Communauté, appelons ça comme ça. Vous pensez que en France, où il n'y a que peut-être 4 ou 2 communautés, c'est qu'il y a des Corses, il y a des Bretons, il y a... ne peut pas vivre la nation comme nous autres. En fait, je vais juste relever ça. En fait, c'était juste... Lorsqu'on veut opérer un malade, on appelle un chirurgien, on appelle des anesthésistes, ainsi de suite. On ne peut pas dire, par exemple, à un footballeur de venir parler. Oui. On va dire que non, vraiment. Oui. Lui, il va analyser après. Oui. Je vous parle d'un sujet très sensible. La notion d'État-nation que nous enseignent des gens comme Habermas ou Renan nous montre comment des États multinationaux peuvent forger. C'est un sentiment. En fait, forger une nation, pour que j'aime parler, je suis professeur de philosophie, mais j'aime parler terre à terre pour que les gens comprennent. Si vous êtes comme moi, polygame, vous avez plusieurs femmes et plusieurs enfants, comment leur donner le sentiment qu'ils sont tous frères? Vous voyez ce que ça veut dire? Vous devez être un idéologue de la fraternité. Vous devez les amener à ne pas considérer que chaque enfant appartient à la famille de sa maman. Vous comprenez, vous les Camerounais là? Parce que si chaque enfant appartient à la famille de sa maman, ils ne seront pas tous les mêmes barconons. Il faudrait qu'ils nient entre guillemets leurs origines maternelles
pour dire que nous sommes les Mebarko. Non, nous sommes les Longones, mes enfants. Or, certains de mes enfants sont de Santa de par leur maman. Les enfants chauds sont de Santa. Mes enfants, d'autres sont de Boum-Yebel à côté. Parce qu'à Boum-Yebel, j'ai épousé une fille qui m'a fait une femme qui m'a fait 3 enfants. J'ai des enfants qui sont de Vorada. Ainsi de suite. Comment les amener à penser qu'ils sont tous des Longones? Moi, je suis Longone. Voilà le défi. Il faudrait, sans qu'ils nient qu'ils sont Vorada, sans qu'ils nient qu'ils sont Bamenda, ainsi de suite, qu'ils comprennent qu'ils ont un unificateur, un dénominateur commun. Ils sont Longones. Et le Longone ici, c'est le Cameroun. L'idée que nous devons avoir du Cameroun doit faire en sorte que les Camerounais défendent le label Cameroun. Mais pour qu'ils le fassent, il faut qu'ils sentent qu'ils ont les mêmes droits à aspirer à être Camerounais. Pourtant, aujourd'hui, il y a des groupes qui se forment. Quand vous allez aujourd'hui dans les ministères, vous voyez que les ministres luttent contre le sentiment national. Ils luttent contre. Un ministre qui s'établit, dans la plupart des cas, transforme son ministère en communauté. Quand il est musulman, on vient prier, on prie à Allah, il met les musulmans partout. Quand il est, je ne sais pas, Bassa, ça devient un ministère où on se salue en Bassa, du début à la fin, ainsi de suite. Mais vous combattez ce que vous êtes supposé bâtir. Si on a 10 ministres, 8 ont comme SP des malhonnêtes qui sont leurs cousins du village. Vous voyez ça? Donc, ce sentiment-là, moi, je suis victime du manque de nationalisme des Bassa, par exemple. On me dit que je dois soutenir Eto parce qu'il est Bassa. Je dois soutenir quelqu'un qui travaille bien pour le Cameroun. Quand je combats Eto, je ne combats pas le Bassa, je combats quelqu'un qui ne travaille pas bien à une place. Si un Bamileke vient travailler là, je vais combattre et qui travaille mal, je vais combattre le mauvais travail et non pas le Bamileke. Or, aujourd'hui, chaque fois que vous prenez un discours, on le teinte, on le colore d'une tribu, même quand vous appartenez à la tribu. Merci Pierre Blériot. Cette prise de parole aux allures de plaidoirie. Merci beaucoup. On passe la parole à Bernardo Basson. Bernardo, je suis désolé, hein, nous allons un tout petit peu encore rester au niveau du tribalisme. N'avez-vous pas l'impression que pour le cas justement du Cameroun, ce tribalisme ambiant, ce tribalisme ordurier qui dicte sa loi depuis un certain temps est un véritable frein pour la construction de notre nation et surtout si on voudrait qu'elle soit forte? C'est le cas parce que ce tribalisme exacerbé et manifesté est un échec d'une certaine politique, tout simplement. C'est l'équilibre régional sabordé, mal organisé et mal implémenté qui crée ce tribalisme-là. Parce que les gouvernants ont mis un système dans lequel certaines communautés sont d'abord en compétition et un autre climat dans lequel certaines communautés à l'intérieur encore voient leurs enfants en compétition. La conséquence est bien sûr qu'on voit en l'autre l'ennemi et en son propre frère l'ennemi. Forcément, ça crée un désordre généralisé. Mais pour construire une nation forte, il faut un processus. Les premiers gouvernements, il faut bien remonter à l'histoire pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut construire. Les premiers gouvernements avaient pour leader Dieu. Les premières sociétés considéraient qu'elles étaient gouvernées par Dieu. Ensuite, elles avaient manifesté la théocratie dans forme de gouvernement qui consacrait l'élection d'un leader inspiré divinement. C'est pour ça que M. Niemek parle d'idéologue. Pour construire une nation forte, première chose, il faut quelqu'un qui se déleste de sa dimension humaine pour se fixer sur des valeurs entre guillemets divines. Donc quelqu'un qui ne se considère plus comme un homme, mais comme une incarnation de Dieu, et en qui le peuple reconnaît un tel nombre de valeurs que le peuple décide aveuglément de le suivre. C'est ce que font les pasteurs dans les religions. C'est ce qu'est en train de faire la Chine avec Xi Jinping. C'est ce qu'a fait la Chine avec Mao dans les temps anciens. Ça veut dire que certaines personnes arrivaient, étaient tellement valeureuses et tellement structurées qu'elles guidaient le peuple par leur manière d'être et non par leur origine. Au Cameroun, s'il faut prendre le cas du Cameroun, ce n'est pas le cas. Parce qu'on a quelqu'un qui a été parachuté là, le premier président, et qui a succédé, et qui a laissé un successeur également qu'il a parachuté quelque part. Deuxième chose, il faut que les communautés comprennent que
ce n'est pas d'abord à l'État de leur donner, mais c'est à elle de donner à l'État. C'est ça le sens de l'équilibre régional. L'équilibre régional était pensé sur le modèle selon lequel chaque communauté construit sa force et sa base et vient la verser dans un bassin qui constitue l'État. Ce n'est pas à elle de rester cambrée, profiter de la largesse de l'administration pour tirer quelque chose. Non. Et c'est parce qu'on a raté dans ce sens-là qu'on n'a pas une nation forte. Ça veut dire les Bassa, les Boulous, les Bamileke, les gens de l'Est, les Makal, devaient dans leur communauté prendre ce qu'ils ont théorisé et structuré en tant que science, en tant que savoir, en tant que médecine, etc. Venir suggérer à l'État pour dire nous, dans la constitution du Cameroun, voici ce qu'on peut faire. Et non rester à attendre que bon, l'État doit nous donner les routes ici. Les impôts doivent aller au nord, la santé doit aller au nord, le sport doit aller au Bassa. Ce n'est pas comme ça. Troisième chose. Il faut maintenant que le dirigeant éclairé conçoive un modèle éducatif à partir de nos propres réalités locales. Le Cameroun n'a pas besoin d'industrie de très grande taille, par exemple, puisque l'Europe qui s'estime être développée aujourd'hui est une société qui est extrêmement stressée. Nous, on peut construire une nation sur la base de nos réalités climatique, culturelle, construire un modèle économique basé sur la terre, un modèle social basé sur la nature. Donc, on théorise notre façon, notre géographie et notre ère culturelle pour construire une façon de voir. Je parle pas ici, une nation, c'est une vision. C'est une manière de voir les choses. C'est pas une façon, c'est une manière de voir les choses. Donc, et c'est comme on les voit qu'on les théorise. Maintenant, dernier point. On a le choix. Et là, c'est le peuple qui décide entre une nation rigoureuse et une nation douce. On peut avoir des dirigeants qui préfèrent conduire les gens dans la douceur, d'autres dans la rigueur. Et donc, quand c'est dans la douceur, on rentre dans le plébiscite qui vient de plèbe. Et donc, pour chaque décision qui va engager toute la nation, on tient compte de la vie de l'opinion publique. Pour une nation rigoureuse, on considère que des personnes éclairées parmi lesquelles les dirigeants pense au nom du peuple, suggère au peuple qui adhère, faisant confiance à ses dirigeants. Donc, au Cameroun, tant que ce n'est pas le cas, on ne peut pas construire une nation forte. Donc, pour me résumer, une nation forte est une nation dans laquelle on met la spiritualité au centre des choses. L'Europe s'est construite par le catholicisme et le christianisme. L'Asie par le confucianisme. L'Afrique et le Cameroun par quoi? On n'a pas encore. Deux, un idéologue comme Kadhafi, comme Oumiobe, qui avait une grande idée d'un pays et qui voulait conduire ce pays-là dans un certain sens. Troisième chose, qu'on conçoive une éducation par rapport à nos propres réalités locales. Et quatrième chose, qu'on tienne compte de l'opinion publique et non que de quelques représentants, parfois s'opposer pour suggérer des choses qui vont concerner toute la communauté. Marcel Nzama, quelqu'un a évoqué le cas de l'équilibre régional tout à l'heure, dans l'ambition légitime de construire des nations fortes. L'équilibre régional constitue un frein ou alors tout simplement un adjuvant? Bien, quand je regarde un peu la thématique, je vois comment construire une nation forte. L'heureux là peut dire que ce que c'est qu'une nation, c'est un groupe d'humains. Moi, j'aimerais dire un groupe d'individus qui vivent dans un territoire et qui ont un sentiment d'appartenance commun. C'est-à-dire, ils disent, bon, nous voulons aller dans cette direction. Alors, on leur inculque cela dès le plus jeune âge. Ce sentiment d'appartenance. Bon, une nation forte, pour qu'une nation soit forte, il faut qu'il y ait une certaine cohésion sociale. Vous ne pouvez pas avoir des peuples, comme dans notre pays, des peuples disparates qui, dans leur façon de voir, ont des visées divergentes par rapport aux autres. Tout à fait. Parce que c'est ça qui rend notre... Est-ce que vous aurez une nation où les peuples n'auront pas de visées divergentes? Lorsqu'on veut construire une nation, parce que c'est un processus long. Oui, il faut que les le destin doit être commun. Ça on va dans un endroit ensemble. C'est-à-dire on voudrait que le Cameroun soit un pays émergent. On peut avoir un destin commun, mais avec des divergences au niveau des visées. Non, mais c'est pas des contradictions. Mais justement, lorsque ce sont des contradictions, le pays ne peut non plus être une nation. Enfin, le Cameroun, par exemple, ne peut plus être une nation forte. Lorsque vous me posez la question sur l'équilibre régional, moi je n'ai jamais été d'accord avec l'équilibre régional. Parce que parfois, il faut attirer les meilleurs. Il faut attirer les meilleurs. Si un peuple, par exemple le peuple du Sud, se rend compte que celui du Nord ne produit que les meilleurs, il fera tout. Parce que dès la base, oui, dès la base, nous avons tous les mêmes chances. Je crois que le blanc est arrivé, le blanc n'est pas atterri à Yaoundé et puis il est calé. Non. Nous avons eu les mêmes chances.
il y a des peuples qui se donnent les moyens d'arriver au sommet. Alors lorsqu'on a commencé avec cet équilibre régional, moi je me dis, ça faussait la base. Nous sommes une nation qui veut devenir un État, et un État puissant. Et pour devenir un État puissant, il faut installer l'équité, il faut installer l'égalité, et il faut qu'il y ait une justice forte. Il ne faut pas qu'il y ait une justice à plusieurs vitesses. Oui, c'est-à-dire à une vitesse à tête chercheuse, non. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, si vous regardez très bien, vous verrez que c'est parce que nous avons faussé dès la base que de ce côté, nos frères du sud, du nord-ouest et du sud-ouest refusent, ne se sentent plus camerounais. Tout à fait. Il n'y a plus cette cohésion sociale. Parce que dans la bataille du nord-ouest et du sud-ouest, c'est la partie francophone qui a tort, c'est ça? Non, c'est pas ce que je dis. Vous dites donc quoi? Je dis, c'est qui a voté? Ce pays Cameroun ne se sent plus. Ces frères du nord-ouest et du sud ne se sentent plus camerounais. Pourquoi? Mais ils ont l'impression. Qui les a exclus? Mais c'est notre façon de faire. C'est la façon de faire du gouvernement. Il faille par exemple construire une route. N'est-ce pas? On ne construisait pas les routes au nord. Il faut que la décision. Non, attendez s'il vous plaît. Il faut que la décision vienne de Yaoundé. Ce qui n'est pas normal. Vous allez aller à Comdeux? Ben oui. D'accord. À Comdeux, à 80 km de Bolova, je connais très bien cette route. Lisons donc rapidement les messages. Bonjour le panel, une pensée pieuse pour Martinez. Juste signaler, en ajoutant de l'eau au moulin de Bernardo, que la conscience est un juge tacite, mais très efficace. Un évêque s'étant retrouvé dans l'eau n'a eu droit à aucun procès, mais la suite, nous en savons tous. Il existe des âmes dont on ne touche pas, dont on ne touche sans en payer le prix. Martinez en fait partie. C'est René de Saint-Mélima qui envoie le message. Bonjour au King Kong du micro. Et à tout ton panel. Parfait, ici, pour construire une nation forte, il faut passer par le changement de mentalité, une cohésion sociale, une bonne éducation primaire, une sécurité et une armée forte, et avoir un leader spirituel très fort. Pour le cas du Cameroun, parfait, je suis désolé, nous ne sommes pas une nation forte. Le tribalisme a pris le dessus sur la nation. Bien des choses à vous. Autre préoccupation ce jour, bonjour parfait. Et le riche panel en studio, votre intervenant du jour, M. Ndidi, n'était pas, bon, disons, la suite, vous dites RIP à Martinez. À quand son enterrement? C'est grand Samy à lundi, Douala. Je ne sais vraiment pas quand est-ce que Martinez sera enterré. Je pense qu'on essaiera de voir, peut-être en fait tout un thème. Pour l'heure, Martinez mérite-t-il, oui ou non, d'être enterré? Quelqu'un m'a dit que non, tant que nous n'avons pas encore les coupables, on n'enterrera pas Martinez. Une personne m'a dit parfait, si on enterre Martinez, l'affaire est morte. Bon, de toutes les façons, on verra. J'en ferai un thème avec Blériot. Autre message, cette affaire est une grosse comédie d'État. Le comportement gombiste des élites met en péril l'avenir de ce pays. Elles instrumentalisent les populations par des discours tribalistes. Autre message ce jour. Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour Monsieur Parfait ici, ainsi que votre beau plateau. Si un peuple ou une nation veut avoir un bon sort, les dirigeants de cette nation doivent se prosterner en adoration devant Dieu. C'est la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, nos dirigeants ne croient plus en la souveraineté du Créateur, ne savent pas que c'est Dieu qui régit l'essor de l'humanité et qui est la source de la vie et pour toute chose. Nos conceptions nous font croire qu'il faut avoir une armée, avoir une autosuffisance alimentaire, etc. Revenons aux sources. Sauf que c'est le peuple qui doit choisir son dirigeant qui est un dirigeant de valeur. Il ne doit pas s'imposer au peuple. Bonjour Perfecto et autres pour moi. Pour construire une nation forte, il faut que le peuple ait des valeurs et regarde dans la même direction. Ensuite, fonder des institutions fortes, comme l'avait dit Barack Obama. C'est Florent Hervé depuis Mbankomo qui envoie le message. Vous êtes dans le meilleur des arrondissements. Enfin, ici, une nation forte est une nation dans laquelle le peuple est fier de rester chez lui et le peuple prospère. Quand vous voyez un pays dans lequel les gens sont prêts à partir, à quitter, à fuir, et dans lequel les gens deviennent de plus en plus pauvres, vous comprenez où vous êtes.
De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous voulons avoir une nation forte. Pour l'avoir, il faut un certain nombre de prérequis. Nous serons également de tout cœur où est-ce qu'il se trouve en ce moment. Martinez Zogo, que la terre de nos ancêtres continue à être légère à son endroit. Merci à lui, Edouard Ndidi, qui était là ce matin. Merci à Marcel Nchama. Merci à Pierre Blérugnamek. Merci à Bernardo Basson. Dans très exactement 8 minutes, vous allez retrouver le journal de la mi-journée. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?